Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bientôt, je devrais dire bonsoir. J'espère ne pas vous harasser pendant les 20 dernières minutes de cette magnifique journée. Donc en effet, on va parler de quelque chose d'assez différent par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, même si nous sommes parfois confrontés à ces cas de figure-là aussi chez des patients, notamment les patients oncologiques. Donc je vais vous parler des patients qui ont une hypertension artérielle et qui ont une hypertension artérielle soit décompensée, soit apparaissant de nouveau sous traitement anti-cancéreux, donc des patients qui sont suivis en oncologie et en hématologie, qui ont parfois des traitements par voie intraveineuse, mais qui auront parfois des thérapies orales, et donc pour lesquelles il faut être particulièrement attentif lorsqu'ils vous ramènent leur ordonnance, car parfois ils omettent de vous dire qu'ils sont pris en charge par une thérapie orale pour un cancer actif. J'ai des conflits d'intérêts. Alors, on va commencer à parler des thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, c'est ce qui est venu après la chimiothérapie. Donc en oncologie, en hématologie, il y a eu différentes révolutions thérapeutiques au cours de ces 20 dernières années. La toute dernière étant celle de l'immunothérapie, les thérapies qui bloquent les voies de passage de l'immunité des lymphocytes T, qui a priori ne donnent pas d'hypertension artérielle. Et la révolution précédente, c'est celle des thérapies ciblées, soit avec des traitements monoclonaux donnés par voie intraveineuse, soit par des thérapies orales, dans un nombre extrêmement croissant de pathologies. La première molécule, on la connaît quasiment tous ici dans cette salle, c'était l'imatinib, le Glivec, qui était donné dans la leucémie myéloïde chronique, qui est toujours donné dans la leucémie myéloïde chronique et qui en a formidablement transformé le pronostic. Eh bien, ces thérapies, on ne les connaît pas toujours très bien, les noms finissent souvent en IB et en AB, et les mécanismes peuvent être assez différents. Donc vous avez des thérapies qui vont aller soit cibler un ligand, comme par exemple ici. Vous avez des thérapies qui sont des anticorps monoclonaux qui vont aller sur certains récepteurs, et puis vous avez d'autres thérapies qui marchent directement sur des récepteurs en intracellulaire, et en général au niveau des voies d'activation des tyrosines kinases. Donc comme vous le savez, ce sont des voies d'activation extrêmement complexes avec des chemins différents et différentes. Il y a plusieurs centaines de tyrosines kinases différentes. Alors celles qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui, ce sont les thérapies ciblées qui s'adressent au VEGF, un facteur de croissance endothéliale, avec différentes sous-classes dans ces thérapies ciblées dites anti-VEGF ou anti-angiogéniques, à savoir des thérapies qu'on peut donner par voie intraveineuse avec des anticorps monoclonaux qui ciblent soit le ligand, soit le récepteur. Il y en a essentiellement 3, il y en a d'autres qui ont été mises sur le marché depuis la publication de cette jolie revue en 2016. Et puis vous avez ces anticorps qui ciblent VEGFR 1, 2, 3, 4, KIT, PDGFR, et puis vous avez d'autres molécules qui sont des molécules de petite taille qui sont données par voie orale et qui ciblent la voie aussi anti-angiogénique, enfin du VEGF, mais en intracellulaire. Et l'effet attendu sur le plan oncologique, c'est la diminution de la survie cellulaire, la diminution de l'angiogénèse, la diminution de la production de prostaglandine, et ça diminue aussi la production de HNO. Et donc vous pouvez bien comprendre que si on cible la voie et qu'on inhibe le VEGF, que ce soit par des anticorps monoclonaux qui marchent sur les ligands ou sur les récepteurs, ou par des inhibiteurs tyrosine kinase prises par voie orale avec une activité anti-VEGF qui est plus ou moins pluripotente d'une molécule à l'autre, eh bien forcément, vous imaginez bien que ça risque d'avoir une atteinte sur la fonction endothéliale et par là même les chiffres de pression artérielle. Alors, comment ça marche? Eh bien, au niveau des cellules endothéliales, lorsque vous inhibez, donc là c'est l'exemple de 2 molécules que l'on prend par voie orale, qui sont des inhibiteurs tyrosine kinase que l'on prend en général par voie orale de façon soit continue, soit avec des périodes de prise journalières, avec des semaines dites en franc-anglais de wash-out ou de off. Donc ce sont des patients qui ont soit des injections de temps en temps, lorsque c'est par voie intraveineuse, en général tous les 21 jours, toutes les 3 semaines, ou bien par voie orale, soit en continu
tout au long des semaines, des mois et de l'année, soit de façon discontinue, ce qui complexifie parfois l'éducation thérapeutique de nos patients. Donc vous voyez par exemple un patient qui va prendre du sunitinib, qui est un inhibiteur tyrosine kinase que l'on donne notamment dans le carcinome rénal à cellules claires métastatiques. Eh bien, ça va bloquer la voie du VEGF et ça va jouer sur la voie du HENO notamment. Le sorafenib va aussi jouer sur la voie du RAF. Et donc, tout ce que ça va faire, c'est le contraire de l'action du VEGF, c'est-à-dire que ça va diminuer la prolifération endothéliale, diminuer la survie de l'endothélium, limiter la vasodilatation et par là même augmenter les chiffres de pression artérielle. C'est-à-dire que si tout un chacun dans cette salle reçoit un traitement anti-VEGF, anti-angiogénique, la pression artérielle augmente de façon systématique. Après, fort heureusement, cette augmentation de pression artérielle ne se traduit pas en une hypertension artérielle chez tous les patients, mais on verra que c'est assez fréquent. Et ensuite, ces mêmes voies, ces mêmes molécules que l'on donne peuvent avoir une action directe sur le cardiomyocyte, ce qui en fait un petit peu la complexité, notamment des toxicités cardiovasculaires, parce que ça peut donner de l'hypertension artérielle, mais ça peut donner aussi des thromboses artérielles ou veineuses, de l'insuffisance cardiaque également par une action directe au niveau des myocytes, en bloquant des voies qui diminuent la survie des cardiomyocytes. Alors en termes de significativité clinique, eh bien, si on prend par exemple le cas de figure des patients qui sont pris en charge pour un carcinome rénal à cellules claires et qui reçoivent des traitements par anti-VEGF, qu'il s'agisse de bevacizumab, qui est une molécule donnée par voie intraveineuse, un anticorps monoclonal, qu'il s'agisse de sunitinib, sorafenib ou pazopanib, qui sont toutes trois des molécules inhibiteurs tyrosine kinase anti-VEGF, eh bien l'incidence de l'hypertension artérielle, définie dans ces différentes études par l'augmentation de la pression artérielle avec une pression artérielle en moyenne supérieure à 140/90 mm de mercure, eh bien était dans ces études extrêmement élevée, de l'ordre de 40 à 66%. Vous voyez qu'il y a d'autres complications cardiovasculaires de type élévation du NT-proBNP, ici en couleur brique, ou bien une baisse de la FEVG, de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, qui est un reflet de la fonction radiale ventriculaire gauche et qui ne reflète pas forcément la fonction globale cardiaque, puisque ça ne prend pas en compte la fonction longitudinale, la fonction diastolique notamment. Mais vous voyez qu'en bleu clair, vraiment de loin, en violet, pardon, de loin, la complication cardiovasculaire la plus fréquente sous cette classe thérapeutique, et c'est vraiment un effet classe du fait de son mécanisme complètement constant au sein de cette classe, parce que c'est ce qui en fait l'efficacité à visée oncologique, eh bien c'est l'hypertension artérielle induite. Alors l'hypertension artérielle sous anti-VEGF, on sait que l'incidence est plus importante chez les patients qui ont un cancer rénal. Alors pour des raisons diverses, souvent ils ont une insuffisance rénale. Ils ont souvent une néphrectomie, pas toujours. Au jour d'aujourd'hui, les cancers du rein métastatiques n'ont plus de néphrectomie en première intention après une publication qui émane d'une des équipes d'ici d'Arnaud Méjean en premier auteur l'année dernière. Vraiment, les anti-VEGF constituent encore au jour d'aujourd'hui un arsenal thérapeutique important et du fait d'avoir un rein unique, une population d'âge moyen avec de l'athérosclérose un peu variable d'un patient à l'autre peut expliquer pourquoi il y a une incidence plus importante dans le cancer du rein par rapport à d'autres cancers, à d'autres pathologies oncologiques pour lesquelles on donne ces molécules également. L'incidence de l'hypertension artérielle est plus importante si l'on mesure et qu'on recherche cette hypertension artérielle. Je pense que tout au long de la journée, vous avez dû être convaincu de l'importance de la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qu'il s'agisse de la MAPA ou de l'automesure par le patient. Et forcément, lorsqu'on ne trouve quelque chose que lorsqu'on le recherche. Donc l'incidence est plus importante. Elle est le double lorsqu'on demande aux patients soit de faire une MAPA, soit de faire une automesure tensionnelle. Les données en ce qui concerne l'association à la réponse oncologique sont assez discordantes. Il y a probablement quelques biais méthodologiques. En tout cas, les oncologues
sont pour beaucoup convaincus que plus la pression artérielle monte sous anti-VEGF, plus leur thérapie est finalement efficace, ce qui n'est pas toujours complètement vrai, mais en tout cas, il y avait eu quelques publications il y a maintenant presque 10 ans qui laissaient à penser à ça, mais avec des limites méthodologiques dans lesquelles je ne rentrerai pas cet après-midi. En tout cas, le lien n'est pas associatif, d'association n'est pas évident. Il y a vraiment un intérêt de la télétransmission des données avec la possibilité d'avoir un feedback, c'est-à-dire un rétrocontrôle et un retour avec des informations, en général via un site dédié sur Internet ou éventuellement en lien avec une équipe soignante et avoir la télétransmission des données. En tout cas, c'est quelque chose que l'on prise beaucoup chez des patients qui sont complexes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les hypertensions artérielles sous thérapie ciblée anti-VEGF, anti-angiogénique, sont sévères dans 2 à 15% des cas. Le plus souvent chez des patients qui étaient déjà hypertendus au préalable, notamment sous trithérapie, les patients âgés. Ce qui en fait la gravité, c'est certes les chiffres de pression artérielle, mais c'est surtout la complication néphrologique, la microangiopathie thrombotique. De mon expérience personnelle, je n'ai pas vu, alors dans les études industrielles, forcément des traitements sont arrêtés, et c'est ce qui est rapporté en raison d'effets secondaires cardiovasculaires de classe 3, de classe 4, lorsqu'il y a des hypertensions artérielles sévères. Mais dans les données de vraie vie que l'on a regardées récemment, il est exceptionnel que l'on ait besoin d'arrêter un traitement anti-angiogénique en raison d'une hypertension artérielle mal équilibrée. On finit en général par réussir à l'équilibrer. En revanche, ce qui en fait vraiment la gravité, c'est la microangiopathie thrombotique et qui peut conduire à l'arrêt définitif du traitement. Et donc c'est pour ça que chez des patients qui ont un traitement qui finit en IB ou en AB, il faut systématiquement regarder la protéinurie et ce à chaque visite. D'accord ? C'est vraiment capital parce que finalement ce que l'on va mesurer, c'est un peu aléatoire, mais en revanche, s'ils ont une protéinurie à 3 grammes, on va peut-être arrêter le traitement de façon définitive, surtout s'il y a une microangiopathie thrombotique à la ponction biopsie rénale. Alors, quelles sont les options thérapeutiques de l'hypertension artérielle sous inhibiteur tyrosine kinase ou traitement, notamment les inhibiteurs tyrosine kinase orales, hein, c'est celle-là qui nous intéresse particulièrement, anti-angiogénique. J'aime bien ce diagramme parce qu'il est assez simple pour la cardiologue que je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rentrer dans des explications physiopathologiques extrêmement complexes. Nonobstant, chez le patient oncologique qui est multitraité et notamment sous thérapie orale, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut penser. Donc, vous connaissez tous par cœur ce diagramme qui date de maintenant de quelques années, de 2013, avec les associations en vert qui sont préconisées, les associations en rouge qui sont contre-indiquées, sauf sous contrôle néphrologique pour des indications extrêmement à la marge. En tout cas, le commun de nous autres mortels n'avons pas le droit de faire ça, c'est-à-dire le double blocage du système rénine-angiotensine pour des raisons évidentes d'hypercalémie d'insuffisance rénale. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire chez un patient qui reçoit un inhibiteur tyrosine kinase anti-VEGF? On va plutôt privilégier le blocage du système rénine-angiotensine essentiellement à viser protection glomérulaire. C'est-à-dire que notre objectif, certes, le patient a une hypertension artérielle, mais ce que je voudrais, c'est éviter qu'il évolue vers une toxicité néphrologique sévère conduisant à l'arrêt du traitement. Et ce que je voudrais éviter aussi, c'est la survenue d'une insuffisance cardiaque. Parce que ce qu'on a remarqué dans notre cohorte de patients, c'est que plus ils développent de l'hypertension artérielle, et en fait, on a l'impression que c'est peut-être un biomarqueur de la survenue ultérieure d'événements cardiovasculaires, type insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu, événements thrombotiques artériels, AVC, etc. Donc vraiment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les inhibiteurs de l'angiotensine, toujours pour la même raison, protection glomérulaire et myocardique. Il y aurait dans des modèles murins de cancer un effet antitumoral direct des IEC et des inhibiteurs de l'angiotensine. Ça n'a jamais été prouvé chez l'homme. Ceci étant dit, on n'a pas beaucoup de données à ma connaissance dans la littérature en ce sens et je crois que ça n'a pas été vraiment bien regardé. En tout cas, les données sont extrêmement discordantes. Ensuite, on peut donner un inhibiteur calcique. Alors, inhibiteur calcique, en fait, il va être singulier. Ça va être de l'amlodipine en raison d'interactions médicamenteuses attendues avec le diltiazem et le verapamil qui tous deux utilisent la voie
3 à 4 du cytochrome P450, tout comme le sunitinib, le sorafenib, l'axitinib et tous ces IB qui ont une activité anti-VEGF. Et le verapamil, en plus, utilise la voie du PGP. Donc le fait de donner du diltiazem surexpose un risque de surdosage en traitement anti-angiogénique, pouvant donner lieu à une hypertension artérielle finalement encore plus sévère et à des effets secondaires par ailleurs, néphrologiques, des syndromes pieds-mains-bouche, une asthénie extrêmement importante. Et lorsqu'on donne du verapamil, eh bien, d'un côté, on expose à une surexposition au traitement en inhibiteur tyrosine kinase, et puis d'un autre côté, on risque de l'éliminer davantage. Donc là, on ne sait vraiment pas ce qu'on fait. Donc, si on donne un inhibiteur calcique, il faut que ce soit de l'amlodipine. Les bêta-bloqueurs, c'est une classe thérapeutique que j'affectionne chez ces patients-là pour des raisons davantage mécanistiques et physiopathologiques, mais sans aucune preuve dans la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'études randomisées contrôlées du traitement de l'hypertension artérielle chez les patients sous inhibiteur tyrosine kinase orale pour vérifier tout ça. Hein, d'accord. Donc tout ça, ça se base sur la physiopathologie. Et donc, on privilégie plutôt le nebivolol en raison de son action pro-ENO chez des patients qui sont en train de prendre quelque chose qui leur fait diminuer la production de ENO à la fois au niveau de l'endothélium et à la fois et aussi au niveau de la cellule myocytaire. Ensuite, on a d'autres antihypertensants qu'on peut donner. On donne en général une quatrième ligne thérapeutique des antihypertenseurs centraux. Les patchs de ENO, j'aime bien parce que ça marche plutôt bien. Enfin, c'est l'impression qu'on a en pratique clinique. Après, c'est tout le problème du patient un petit peu âgé qui peut être déshydraté, etc., parce que ces inhibiteurs tyrosine kinase, vous imaginez bien que ça peut donner éventuellement de la diarrhée aussi, avec jusqu'à 10 selles par jour. Et c'est pour ça qu'on évite les diurétiques chez ces patients. D'accord ? Donc, plutôt blocage du système rénine-angiotensine, simple blocage. Si vous prenez un inhibiteur calcique en association, l'amlodipine, évitez le diltiazem, verapamil, à moins que vous puissiez faire des dosages, mais là c'est un peu compliqué. Les bêta-bloqueurs de nebivolol, les antihypertenseurs, notamment les patchs de dérivés, n'oublions pas de l'enlever et bien éduquer le patient du fait qu'il faut le retirer parce que sinon il y a une accoutumance et ça ne marche plus. Et les diurétiques à proscrire à mon sens chez les patients en oncologie en général, à moins qu'ils soient insuffisants cardiaques, en état d'hyperinflation parce qu'ils ont souvent des troubles digestifs, que ce soit sous thérapie ciblée, sous chimiothérapie classique. Et ce qui va être probablement intéressant, c'est qu'il y a des autorisations de mise sur le marché prochaines d'associations immunothérapie plus thérapie ciblée qui peuvent donner lieu éventuellement à un mix de complications cardiovasculaires, sont cardiaques, vasculaires, donc hypertension, rénale, donc on a de quoi faire. Alors, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà des anti-VEGF, où finalement le mécanisme est relativement aisé à comprendre, et c'est là où finalement on a le plus de recul, même si la littérature n'est pas très nombreuse. Il faut que vous sachiez qu'il y a d'autres patients qui développent une hypertension artérielle ou qui déséquilibrent leur hypertension artérielle sous-jacente sous traitement à visée oncologique, notamment sous thérapie ciblée, mais pas que. Donc il faut vraiment, encore une fois, bien regarder l'ordonnance des patients lorsqu'ils vous sont adressés, parce qu'un patient de 78 ans qui est traité pour une LLC par ibrutinib depuis 2 ans et qui a aussi à peu près une dizaine d'antécédents médico-chirurgicaux par ailleurs, oubliera peut-être à l'occasion de cette première consultation de vous faire part du fait qu'il ou elle est suivi pour une leucémie lymphoïde chronique et qu'il ou elle est traité par ibrutinib, qui est un inhibiteur tyrosine kinase de Bruton, qui a l'AMM dans la leucémie lymphoïde chronique, donc des patients plutôt âgés, très souvent hypertendus déjà à l'état basal, dans les lymphomes du manteau également, un peu plus à la marge. Et en fait, on sait que ces inhibiteurs de Bruton donnent lieu à de l'hypertension artérielle, avec une incidence de l'hypertension artérielle systémique sur cette méta-analyse qui a été publiée l'année dernière, qui est de l'ordre de 15%, donc c'est pas rien, c'est un patient sur... Un patient sur combien 8, sachant que cette méta-analyse en fait ne prend en compte que des études industrielles où on n'a pas recherché de façon ambulatoire l'hypertension artérielle. Donc voilà, c'est une incidence
qui est déjà non négligeable, avec des méthodes de dépistage et de mesure qui ne sont probablement pas très adaptées. Il faut savoir que dans les études industrielles faites par nos collègues industriels oncologues, les événements cardiovasculaires, donc tout ce qui est sécurité cardiovasculaire, n'est évalué qu'au mieux sur une étude sur 4, et en général de façon passive, avec une lecture en simple aveugle par l'oncologue de l'électrocardiogramme, et une mesure en clinique, mesure clinique est souvent une mesure unique, isolée, donc pas 3 mesures ou 5 mesures, tout ça, de la pression artérielle. Donc il faut vraiment être très critique des données dont on dispose au jour d'aujourd'hui. En tout cas, l'ibrutinib, cette molécule, donne de l'hypertension artérielle et on ne sait pas très bien quel est le mécanisme. On ne sait même pas du tout. En tout cas, il n'y a pas d'études expérimentales au jour d'aujourd'hui, et donc ça fait l'objet d'une réflexion actuelle. Mais en tout cas, ça en donne. Donc n'hésitez pas, si un patient sous ibrutinib, à lui demander de faire ses automesures tensionnelles pour pouvoir adapter le traitement. L'ibrutinib donne aussi de la fibrillation atriale chez des patients qui sont souvent âgés, donc qui ont des scores CHAS2, VASC2, par définition générale supérieure ou égale à 2, donc avec une indication, une anticoagulation, avec un effet de l'ibrutinib propre sur les plaquettes donnant lieu à un dysfonctionnement plaquettaire, donc un surrisque hémorragique, des interactions médicamenteuses avec notamment l'amiodarone et nombre d'anticoagulants, notamment les antivitamines K. Donc sachez que voilà, ils peuvent avoir de l'hypertension artérielle, mais pas que. Le carfilzomib, c'est une autre thérapie dite ciblée. Donc ce sont des inhibiteurs du protéasome que l'on donne dans le myélome multiple en énième ligne. Les inhibiteurs du protéasome ont une toxicité qui est assez ubiquitaire, hein, c'est-à-dire que ça ne touche pas que les cellules myélomateuses. Et vous voyez ici dans cette revue qui reprend encore une fois essentiellement des données industrielles, hein, il n'y a pas de registre, hein, d'accord, eh bien, le pourcentage, l'incidence de l'hypertension artérielle en mesure clinique est de l'ordre de 12%. Et ce serait dose dépendant, car l'incidence et la fréquence étaient beaucoup plus élevées chez des patients qui avaient des posologies de carfilzomib plus importantes. Ça donne aussi de l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, l'incidence serait de l'ordre de entre 10 et 20%, avec essentiellement des patients qui ont des fractions d'éjection normales ou modérément altérées. Donc voilà un petit peu les molécules qui en donnent. On ne connaît pas très bien le mécanisme de ces hypertensions artérielles induites par ces thérapies ciblées. Au-delà des thérapies ciblées, il y a d'autres molécules qui sont beaucoup prescrites par nos collègues oncologues, nos collègues radiothérapeutes et nos collègues urologues. Je ne sais pas si vous avez déjà allé dans une consultation d'urologie, mais on ne mesure pas la pression artérielle en urologie. D'accord ? Voilà, on a d'autres devices en urologie. Et donc, en fait, ces patients peuvent éventuellement en deuxième ligne, lorsqu'ils résistent à la castration hormonale pour un cancer de prostate, notamment lorsqu'ils sont métastatiques, bénéficier d'abiraterone. Je suis désolée, il y a une petite coquille. Donc, c'est abiraterone et onzalutamide. Ce sont des hormonothérapies de dernière génération. Et le risque chez ces patients par rapport à des patients qui n'étaient pas sous ces molécules-là, le risque relatif de développer une hypertension artérielle grade 3 ou plus, était supérieur à 2 par rapport à des patients similaires, du même sexe, forcément des hommes, et du même âge, forcément âgés, qui n'avaient pas ces molécules. Alors, ce n'est pas stricto sensu de la thérapie ciblée, mais ces nouvelles, donc juste pour vous rappeler les mécanismes de l'hormonothérapie, donc l'idée c'est de diminuer la production de testostérone, hein. C'est ça l'objectif. On sait qu'une testostérone extrêmement basse, voire indétectable, est un facteur pronostic chez le patient qui est pris en charge pour un cancer prostate métastatique. Donc on va tout faire pour faire baisser la testostérone de ces patients. Alors, soit en agissant au niveau de l'hypothalamus, c'est-à-dire en le stimulant tellement qu'à un moment donné, il va y avoir un rétrocontrôle et il ne va plus stimuler la glande pituitaire, il n'y aura plus de production de LH, soit au contraire en le bloquant. Donc voilà, donc soit on bloque ici, ensuite on peut, chez certains patients, mais c'est quelque chose qui est rarement fait en France, faire une castration chirurgicale, ou bien on peut agir à d'autres niveaux. Donc ce sont des patients qui ont souvent un traitement bloquant déjà ici et qui vont se retrouver sous abiraterone, par exemple, que l'on donne en association avec des corticoïdes parce que ça diminue un petit peu la toxicité au niveau cardiovasculaire.
L'abiraterone, en fait, inhibe une certaine voie du cytochrome P450 que vous n'avez nullement besoin de retenir par cœur, dans la glande surrénale et dans les cellules cancéreuses. À la base, en fait, l'objectif, c'est de le faire essentiellement dans les cellules cancéreuses, mais aussi dans la glande surrénale. Et ça va donner lieu à, entre guillemets, un hyperminéralocorticisme. Et là, le fait de donner de la prednisone en association, on donne 10 mg de prednisone par jour, ne limite finalement pas la survenue de l'hypertension artérielle. Pardon. Hop. Et en fait, dans la mesure où il y a une certaine spécificité, eh bien, il fait sens de traiter ces patients qui ont une hypertension artérielle déséquilibrée ou de novo sous abiraterone par spironolactone. D'accord ? Ça fait sens. Après, il n'y a pas de données dans la littérature pour l'étayer, mais ça fait sens. Et l'autre molécule, c'est l'onzalutamide, qui va aller bloquer directement au niveau de la cellule prostatique, cancéreuse notamment, et qui donne aussi de l'hypertension artérielle, mais dont le mécanisme, à ma connaissance, n'a pas été évalué. En tout cas, tout est au stade d'hypothèse. Alors, je vais conclure en cette fin de journée, pour ne pas être trop longue. Donc l'incidence de l'hypertension artérielle est très élevée sous certaines thérapies ciblées, et notamment les thérapies qui ciblent la voie du VEGF, hein, c'est assez évident. Il y a d'autres thérapies, et notamment en hématologie, et notamment des thérapies orales. C'est pas très politiquement correct, mais il faut savoir qu'en oncologie, en hématologie, les patients n'ont plus le look onco. Ils sont plus en alopécie avec un amaigrissement de 10 kg. On a des patients qui vivent pendant des années sous thérapie orale, sous immunothérapie, qui arrivent avec leur casque de scooter et leur petite mallette parce qu'ils retournent au travail. Et s'ils ne vous disent pas qu'ils sont traités pour un cancer, vous ne le devinerez pas, d'accord ? À moins qu'ils aient des cicatrices partout. Donc il ne faut pas oublier les traitements anti-androgéniques en deuxième génération. Il faut faire attention aux spécificités thérapeutiques, notamment sous thérapie inhibiteur tyrosine kinase anti-VEGF, les interactions médicamenteuses, il faut toujours y penser. Les mécanismes d'action à privilégier pour essayer d'avoir un meilleur contrôle tensionnel et le fait que certains patients prennent des traitements avec des périodes on et des périodes off. Donc, toute l'importance de l'éducation du patient et du fait de devoir alléger sur l'ordonnance dès le départ le traitement antihypertenseur que le patient devra comprendre et arrêter, interrompre pendant la ou les 2 semaines où il ou elle ne prend pas sa thérapie ciblée parce que sinon, ils viendront pour une hypotension artérielle avec des malaises. Et donc, la clé du succès, à mon sens, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle chez le patient oncologique, c'est l'éducation d'abord de l'oncologue, de l'hématologue, mais surtout du patient, parce qu'en général, comme en endocrino, il y a un rétro-contrôle qui se fait, et parfois nos collègues apprennent des choses grâce à leurs patients. Je vous remercie de votre attention.